Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse et nous sommes aujourd'hui le mardi 25 mai 2021. De retour des bureaux de Zone Bourse qui sont à Annecy où j'ai passé quelques jours à brainstormer avec l'ensemble de l'équipe. Je suis rentré hier soir, raison pour laquelle l'émission du jour est publiée un petit peu plus tardivement et ce sera un format un peu plus court que d'habitude. Nous allons parler bien évidemment des nouveaux records sur les indices boursiers, de l'inflation qui se calme, du Nasdaq qui reprend du poil de la bête et des cryptos qui font couler de l'encre. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Un avertissement sur les risques, les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Vous êtes donc seul responsable de vos trades. Je vous rappelle les rendez-vous de la semaine, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin sur le site de Zone Bourse, version écrite et version audio. Tous les jours, l'émission Planète Bourse de Roxane Nojac et également tous les vendredis, le Pump and Dump. Et puis, on se retrouve donc pour ce mardi sur les marchés en action. Focus marché, donc pour commencer, puis le top flop. Et ensuite, on passera à la plateforme graphique de ProRealTime pour regarder indices, matières premières, crypto et certaines de vos actions préférées. La liste était très longue, vous m'avez fait beaucoup de propositions, j'ai dû choisir, désolé par avance si votre valeur n'a pas été retenue dans la liste. Alors, focus marché. Les semaines se suivent et se ressemblent, Dow Jones et S&P 500 flirtent avec leurs records historiques. Tout comme la capitalisation boursière mondiale, même le Nasdaq reprend ses esprits et surperformait en fin de semaine passée. En Europe, nous ne sommes pas en reste. Nouveau record historique du DAX ce matin et nouveau plus haut annuel pour le CAC 40 au-dessus des 6400 points, soutenu par une macro positive, la fameuse reprise économique tant attendue, les bons résultats des sociétés publiées récemment, les programmes des banques centrales évidemment qui continuent de mettre des pelletées de charbon dans la locomotive au quotidien et de plus en plus de programmes de buyback. Les programmes de buyback, ce sont des rachats d'actions par les entreprises et ce sont des phénomènes qui bien évidemment soutiennent les cours des dites entreprises. Comme l'écrit si bien ce matin Anthony Bondin, il paraît que les craintes inflationnistes reculent. C'est l'explication qui s'impose en ce moment quand il n'y a pas de justification plus valable. C'est vrai qu'en ce moment, on essaye d'expliquer les variations du CAC fonction des variations de l'inflation, des taux, mais c'est parce qu'on n'a tout simplement pas grand-chose à dire. Souvenez-vous du discours que je tiens depuis 3 mois. Oui, les matières premières se sont envolées, donc les anticipations d'inflation se sont envolées. Oui, nous allons connaître une croissance économique très forte avec la reprise dans les différentes zones économiques sur le T2 et T3 2021, donc une croissance historique dans certaines zones. Mais cette croissance et cette inflation et cette forte demande sont temporaires. Il se pourrait donc qu'après une explosion des matières premières qui ont fait exploser les anticipations d'inflation, eh bien matières premières et anticipation d'inflation se calment. Et qui dit baisse des anticipations d'inflation dit calme sur les taux et dit que les marchés peuvent maintenir en quelque sorte leur marche haussière forcée, sauf bien évidemment un catalyseur baissier qui pour l'instant n'a pas encore pointé le bout de son nez. Deuxième commentaire que j'ai emprunté à mon collègue Anthony Bondin ce matin, à partir du mois de mai, l'intensité a souvent tendance à baisser sur les marchés financiers, sevrés de publications de résultats et délaissés pour des week-ends à rallonge. 2021 n'échappe pas à la règle, d'autant plus que sur les marchés français et européens, on est en train de réouvrir petit à petit, la vaccination va bon train, les terrasses de café sont de nouveau ouvertes.
J'ai d'ailleurs réservé chez Brigitte ce soir. Si vous ne connaissez pas, c'est un super resto à Paris dans lequel nombreux traders de la toile sur Twitter sont déjà allés. Solution 30, chute de 70% malheureusement. Ernst Young est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion sur les comptes annuels. Est-ce que les comptes annuels sont bons, sont pas bons? Est-ce qu'ils vont trouver un nouvel auditeur? Est-ce que les comptes vont être validés? Quand cela, est-ce que c'est un wildcard bis ou est-ce que c'est une anomalie de marché? Est-ce que les dirigeants vont essayer de trouver des actionnaires pour sortir l'action de la cote? Franchement, tout est possible, l'incertitude est totale, il est impossible justement d'être sûr de quoi que ce soit, et cela reste donc un dossier extrêmement spéculatif. Côté matières premières, le WTI toujours haussier, toujours soutenu, il tente de s'affranchir de son plus haut annuel en cours de clôture, mais pour l'instant il manque l'étincelle. On bloque sous les 67$, on est dans un range depuis 2-3 mois. Et voilà, pour l'instant, on bloque sous ce niveau. Si on venait à casser les 67$ en clôture, là, il pourrait y avoir un nouveau mouvement haussier. Après, il y a des prises de bénéfices globalement sur les matières premières. Le bois de construction stabilise, le cuivre stabilise, le pétrole aussi, c'est bien normal. Après les rallyes de ces derniers mois, les cours de l'argent aussi stabilisent, ils sont ennuyeux, on n'a pas passé les 29$, zone testée à plusieurs reprises ces derniers mois. Pour l'instant, ça ne passe pas, donc pour ceux qui font du moyen terme, du DCA, de l'investissement, eh bien pour l'instant c'est le stand-by. Pour ceux qui font du court terme, qui tentaient de jouer l'accélération, à vous de voir si vous coupez puisque ça ne part pas, qu'on végète, ou si vous patientez encore un petit peu. Le Bitcoin a chuté de 50%, mais s'apprécie toujours de 50%. Donc là, je tape dans les deux camps. Ça fait plaisir à certains qui disent que ça vaut zéro, que le Bitcoin est chuté de 50%. C'est pas très gentil de se satisfaire de la perte des autres. D'un autre côté, voilà, ceux qui font des cryptos vous répondront que le Bitcoin gagne toujours 50% en 2021. Donc pour tous les investisseurs qui sont rentrés, que ce soit en 2015, 2017 au plus haut, 2019 ou 20, c'est toujours des gains. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, un petit peu comme en 2017 où il y avait eu une arrivée massive de nouveaux investisseurs sur les plus hauts, entre 15 et 20 000 $ avant la chute, et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, effectivement, hein, tous ceux qui étaient dedans depuis 2020 sont actuellement toujours avec de beaux gains, mais quand on regarde les chiffres de Coinbase, qui est le gros courtier américain qui s'est coté en bourse récemment, bah, ils avaient à peu près 25 millions de clients en 2018 et c'est ce qu'ils ont gagné sur le premier trimestre 2021. Donc en fait, c'est un peu comme fin 2017 quand les prix étaient haussiers, paraboliques et qu'on a vu plein de nouveaux entrants, des newbies rentrer sans connaissance boursière, sans stop, et avec levier. Et bien de la même manière, ces 3 derniers mois, alors que le Bitcoin ne montait plus, ne plafonnait sur les 2-3 derniers mois, eh bien, tous ces derniers entrants étaient en train de rentrer et eux, les derniers entrants, se sont fait un petit peu ratisser, notamment s'ils n'avaient pas de stop, notamment s'ils étaient en levier. Donc, les cryptos, oui. Dans une poche ultra spéculative, oui. Dans une optique de très long terme, pourquoi pas. Avec la méthode DCA, c'est-à-dire des versements mensuels, quel que soit le prix, pour lisser le prix dans le long terme, pourquoi pas. Mais pas de trading, pas de levier, sinon c'est le crash assuré. Voilà. Et allez savoir si les cryptos sont l'avenir ou si ça n'existera plus, comme dirait Patrick Artus, dans 5 ans. Je sais que je ne sais pas, mais je peux tout à fait comprendre ceux qui ont décidé de mettre une petite poche spéculative de leur épargne dessus au cas où. On passe directement au top flop avec des graphiques macroéconomiques, la fameuse reprise en V, le creux en V. Donc vous voyez l'effet Covid avec les indicateurs d'activité qui ont chuté dans toutes les zones économiques, USA, Japon, Royaume-Uni, des indicateurs qui sont remontés et qui là littéralement explosent. On est dans le fameux effet reprise post
post-récession, l'effet rebond, ce fameux effet qui pourrait durer premier, deuxième, pourquoi pas troisième trimestre 2021, avant que l'activité, la croissance, l'inflation en théorie ne se calme et revienne vers la moyenne. Donc là, c'est aussi ce qui justifie les niveaux de cours actuels. On est dans un doux rêve avec des statistiques macroéconomiques extrêmement bien orientées. C'est ce qui justifie, en plus du travail des banques centrales. Alors je ne sais pas quel poids il faut donner aux banques centrales dans la hausse et quel poids il faut donner à la reprise de l'activité. Mais voilà, depuis le creux de mars dernier, la capitalisation boursière mondiale est pratiquement passée de 58 000 milliards de dollars à 115 000 milliards de dollars. On a donc fait 100% de hausse en l'espace d'un an. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand le marché plafonne un petit peu, stabilise et qu'on voit certaines poches, certains secteurs dégonfler. Il ne faut pas oublier l'année qui vient de s'écouler. Un graphique de Bank of America Merrill Lynch pour montrer donc cette explosion de l'inflation en mars et prétendument en avril, ainsi qu'en mai. On devrait avoir des chiffres d'inflation qui augmentent, avec une inflation sur un an qui atteindrait des plus 3,5%. Mais vous voyez, Bank of America s'attend à ce qu'ensuite, en 2022, ces tensions inflationnistes, cette inflation se calme. C'est le scénario central de la Fed également. J'ai pas toujours envie d'être d'accord avec eux, mais je suis plutôt partisan de ce scénario selon lequel l'inflation est passagère en 2021 et va se calmer derrière. Après, même s'il y a de l'inflation, on pourrait se dire, bon, inflation égale tension sur les taux, ça pourrait faire bouger les banques centrales, notamment en Europe. Sauf que, graphique de droite, vous voyez la courbe de l'inflation aux États-Unis ici en haut, vous voyez qu'en Europe on est à la traîne, vous voyez ce que donne une projection d'inflation à 2%, ce qui est l'objectif des banques centrales. Vous voyez donc qu'on est bien loin du compte et que la stratégie de la BCE pour faire remonter l'inflation, c'est de faire des plans de soutien, c'est de faire du quantitative easing. Donc, vu que l'objectif est très loin d'être atteint, et même s'il y a des petites tensions inflationnistes, il ne va pas y avoir de hausse de taux majeure, je pense. On est dans un monde désormais de taux bas et de soutien de la Banque centrale. Après, on dit qu'il y a des remontées sur les taux. Bon, là, vous voyez les taux en Europe. C'est vrai qu'on est remonté sur les 6 derniers mois, mais on est au même niveau qu'il y a en gros un an, et on est bien en dessous des niveaux d'il y a un an et demi, 2 ans. Donc pour l'instant, les hausses de taux restent contenues. Ça a engendré des rotations sectorielles, notamment sur les bancaires ces derniers mois. Est-ce que ces taux vont continuer de se tendre? J'en suis pas certain. Autre chose que les taux à regarder, c'est aussi la masse monétaire, la vélocité à laquelle la liquidité est déversée sur les marchés financiers. On peut voir que cette dernière ici, M2, est retombée sur les dernières semaines, et bizarrement, ça coïncide avec le moment où tout ce qui monte fort grâce à l'ultra-liquidité s'est cassé la figure. Le Bitcoin et les crypto-monnaies profitent de l'ultra-liquidité qui se déverse sur les marchés financiers et qui en découle sur les cryptos. Les introductions boursières ont cartonné jusqu'en janvier-février avant que ça lague et que ça rechute ces dernières semaines. Les SPAC en blanc, même chose, on montait jusqu'en ce début d'année, janvier-février, puis ensuite on s'est pris des gadins tout simplement parce que et bien là, on regarde les liquidités, le rythme auquel elles sont en train d'intégrer les marchés. On a eu des vagues spéculatives majeures ces derniers mois sur toutes sortes de classes d'actifs, sur toutes sortes de secteurs. Mais là, voilà, on va être un peu plus regardant, un peu plus sélectif. Tout ce qui est hype, c'est-à-dire à la mode, tendance, les IPO, les SPAC, le Bitcoin, bref, tout ce qui montait facilement, qui faisait faire des gains facilement et qui faisait que tout le monde était euphorique parfois, par moment, ces derniers mois, eh bien, est en train de revenir un petit peu à la normale, des poches qui se dégonflent, des bulles court terme qui éclatent un petit peu.
raison pour laquelle il faut prudence garder et il faut savoir constater ce genre de changement d'ambiance. Pour lever un peu le pied, pourquoi pas avant l'été, nettoyer son portefeuille, prendre des bénéfices sur les positions spéculatives de court terme, placer des stops, sur les positions de moyen terme, se poser les questions de savoir si on maintient ou non les positions et puis les laisser filer si les fondamentaux des sociétés que l'on détient n'ont pas changé. Et puis tout ça dans le but de passer un été tranquille. On est actuellement dans un système de vases communicants, hein. On peut le voir même au niveau des secteurs. Vous voyez, la semaine, c'était en début de semaine passée, me semble-t-il, ou même celle d'avant, on avait baisse du Nasdaq, hausse du Dow Jones, hausse des cycliques, baisse des valeurs de croissance. Et puis, en ce début de semaine, c'est l'inverse. Donc voilà, on a des sortes de vases communicants, mais de toute façon, quand on regarde le Nasdaq, le Dow Jones ou le S&P 500, tous les indices sont haussiers et sont sur leur plus haut historique. On assiste à des rotations sectorielles quand même relativement fortes et on assiste aussi à des hausses stratosphériques sur certains secteurs. Vous avez ici le secteur de la construction, un graphique sur les 30 dernières années. La construction a le vent en poupe aux États-Unis, l'immobilier cartonne, Canada, États-Unis. Donc les sociétés vont faire des bénéfices records, ça justifie que leur cours soit à des prix records. Chez Zone Bourse, on détient certaines actions dans notre portefeuille américain dans le secteur. Simplement, voilà, vous voyez la zone qu'on vient d'atteindre sur les 30 dernières années. Vous voyez que tout comme entre 2000 et 2005, on a fait une hausse vraiment construite, rapide. Enfin, pas si rapide que ça fait 10 ans mine de rien. Mais bon, on a atteint un objectif majeur, donc sur ces niveaux de prix, on fait attention. Voilà, ça ne veut pas dire de sortir de marché, mais ça veut dire d'être agile et prêt à intervenir si besoin. Pour revenir un petit peu sur les cryptos, quand on voit ces performances là en l'espace de quelques jours, quelques semaines, moins 50 sur le Bitcoin, moins 65 sur Uniswap, moins 90 sur Badger, ça fait doucement sourire ceux qui détestent les cryptos. Pour ceux qui sont plus ou moins experts en crypto, qui ont l'habitude de les suivre depuis plusieurs années, en fait, quand on perd 60%, c'est le moment d'acheter. Voilà. Et souvent, c'est le cas. On est revenu sur Cardano, sur l'Ethereum, sur le Bitcoin, sur des niveaux de prix intéressants dimanche, qui ont réagi. Derrière, il y a des 20-30% à prendre pour ceux qui font du trading de court terme, même si je le déconseille sur les cryptos. Et après, pour ceux qui font du long terme, de la méthode DCA, des versements réguliers, tout va bien en fait. Vous avez ici un graphique à droite de la capitalisation boursière mondiale des cryptos. On est passé en fin d'année dernière de 600 milliards de capitalisation à 2,4, donc à 2400 milliards de capitalisation du total des cryptos. Ça veut dire que ce marché a quadruplé en l'espace de 5 mois. Il peut très bien retracer 30 à 50%, que ce ne sera pas la fin du monde pour ceux qui font du long terme. Quand on a acheté un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, on est encore et toujours largement en gain. Il y a des méthodes pour investir sur cette classe d'actifs, il faut les connaître et les appliquer tout simplement. Coinbase s'est introduite en bourse, c'est le plus gros courtier crypto américain. Bien évidemment, point haut de Coinbase le jour du point haut du Bitcoin, les deux vont de pair, du coup Coinbase s'est bien cassé la figure. Comme je le disais, le jour de l'introduction, on a des millions de personnes qui sont prêtes à acheter à prix d'or des actions que les dirigeants vont enfin pouvoir lâcher après avoir gagné 50 000% depuis qu'ils ont créé le projet Coinbase il y a quelques années. Changement de papier, donc de l'actionnariat historique à des particuliers fans de crypto. Derrière, on perd 50%. Et c'est à ce moment-là, pour ceux qui s'y intéressent vraiment, qu'on peut commencer à s'intéresser à ce dossier. On évite de rentrer au plus haut, en pleine hype, en pleine mode, sur ce type d'introduction boursière. Et puis un petit graphique pour ceux qui font du long terme sur les actions, un graphique depuis 1960,
qui montre la performance ici en haut d'un investisseur qui fait du buy and hold, c'est-à-dire qu'il va acheter de l'indice et le garder sans bouger. Et puis ici, en beige, la performance d'un investisseur qui, pour acheter, va attendre des corrections de 10%, et donc ce dernier, dans certaines séquences haussières, ne va jamais acheter, puisqu'on ne perdra jamais 10% sur l'espace de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Du coup, ça lui fait manquer certaines périodes. Certes, quand on est tout le temps acheteur, on se prend les crises, mais quand on est tout le temps acheteur, on se prend les hausses aussi. Et vu que le marché est haussier sur 40 ans, 80 ans, comme 200 ans, celui qui reste dans le marché gagne plus que celui qui essaye de timer le marché. On va passer à la rubrique analyse graphique dans un instant. On se fait une petite pause café quand même, on va pas casser les habitudes. Je vous mets la liste des actions que l'on va voir. Donc merci pour toutes vos propositions. J'ai eu à choisir. J'ai gardé certaines qui m'ont été proposées pour l'émission suivante. J'ai reçu à peu près 200 propositions entre Twitter et les messages privés. Vous vous doutez bien que je fais au mieux. Désolé si votre action a sauté de la liste alors que je vous avais dit l'accepter. Donc voilà, comme d'habitude, la France, Trend Following et International. On passe sur la plateforme ProRealTime dans quelques instants. D'abord, un petit café. Alors, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer sur la plateforme de ProRealTime. On va regarder rapidement les actifs dont je vous parlais en introduction. Vous avez été plusieurs à m'en parler. Faire la première partie d'abord avec le PowerPoint, donc les derniers mouvements de marché, les explications fondamentales, et ensuite seulement passer sur ProRealTime pour faire l'ensemble des actifs. D'abord indice Forex matières premières et puis ensuite vos actions. Vous me direz si ça vous plaît ainsi. Petit graphique des 5 minutes, c'était juste pour vous montrer sur les dernières séances que parfois on se fait des petites frayeurs, le marché consolide mais qu'on est dans un marché algorithmé, soutenu par des liquidités. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles, dès qu'on a des replis, dès qu'on a des replis sur support, eh bien les acheteurs se présentent, on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts, donc on est toujours haussier. On voit bien le travail des banques centrales et les milliards qui sont injectés et qui font monter les marchés, sauf mauvaise nouvelle. En données journalières, voici le CAC 40, haussier à long terme, haussier à moyen terme, haussier court terme au-dessus des mêmes 20 jours. On est plus ou moins dans un range depuis 15 jours entre 6002 et 6004. Après, vous voyez qu'on fait quand même des plus hauts de plus en plus hauts. On voit bien la volonté haussière toujours en place sur le marché. Mais on sait aussi que à tout moment, avec des petites news, on peut comme ça consolider de 2-3%. Donc c'est un marché en crabe. Et tant qu'on fera des plus bas de plus en plus haut, ce sera bullish.
Si on casse les 6200 pendant l'été, là on commencera à se poser des questions. Le pétrole, le voici, toujours haussier, mais qui bloque sous résistance. Ça a bloqué une fois, deux fois, trois fois, on y retourne une quatrième. Est-ce que ce sera la bonne? On verra ça. Pas d'anticipation hâtive. Ce n'est qu'une cassure des 67 dollars qui permettrait d'aller chercher les 70 dollars, seuil psychologique. L'argent, c'est toujours haussier à long terme, à moyen terme, à court terme aussi au-dessus de MM20, au-dessus des 27,20, 27,50, mais ça bloque sous les 29. Donc toujours friand de l'argent dans une optique de moyen terme. Après, à court terme, il peut très bien végéter comme il a su le faire par le passé. Il faut laisser du temps au temps. Quand on est investisseur sur l'argent, ce n'est pas une stratégie de court terme pour jouer une accélération rapide. Ça reste de l'accumulation rationnelle dans une zone horizontale en vue d'une éventuelle envolée de moyen long terme. Même chose sur l'or. L'or qui d'ailleurs surperforme, hein. Moi j'aime bien l'argent parce qu'il lui arrive de surperformer dans les hausses. Et là l'argent sous-performe l'or. Faut dire que l'or était un petit peu en retard. Point positif, on a passé la MM200, on a cassé le canal baissier que vous voyez ici en bleu sur le graphique. Donc l'or est aussi à long terme, aussi à moyen terme, maintenant aussi à court terme. Tant qu'on est au-dessus de 1845, 1850, c'est haussier. Après, voilà, sur les métaux, je ne fais pas particulièrement de court terme. Je suis plutôt dans l'accumulation rationnelle, dans une optique de diversification de portefeuille et dans une optique vraiment long terme. Le Bitcoin, le voici. Un beau rounding top sur le Bitcoin qui ressemble à celui qu'on a eu sur le Nasdaq 100, souvenez-vous, il y a peu. Sur le Nasdaq 100, en données 4 heures, on avait eu un joli rounding top ici qui avait fait son effet et qui avait engendré une correction avant rebond. Et bien sur le Bitcoin, c'est exactement le même phénomène. Correction forcée. Merci Elon Musk en partie, merci les autorités chinoises qui font pression. Donc le Bitcoin retrace, hein, pour ceux qui connaissent les graphiques de très long terme, le Bitcoin des hausses paraboliques et des retracements de 50%, il en a fait. Quand on est investisseur en crypto, on le sait. Et quand on regarde d'autres cryptos, je pense par exemple à Cardano, on voit bien qu'on est toujours dans une dynamique haussière de long terme, qu'on a touché des supports de moyen terme, que ces derniers sont réactifs. Donc sous les supports touchés dimanche et la semaine passée, là ça deviendrait tendu. Mais en l'état, on est revenu sur des gros supports qui ont été défendus, donc je dirais plus de peur que de mal. Sur un mois, en fait, Cardano est toujours en hausse de 15%, c'est juste qu'on a doublé, puis qu'on a perdu 50%. Mais au final, pour ceux qui font du moyen long terme, ça reste globalement soutenu et haussier. On va passer donc aux actions de notre liste et je voudrais faire un focus aujourd'hui notamment sur les outils zone bourse. On va regarder certaines valeurs et vous allez voir que parfois il est bon, il est même nécessaire, il est même primordial de croiser tout simplement les données que vous avez à disposition sur Zone Bourse et les graphiques. Donc vous voyez ici AK Technologies, l'action n'y arrive pas alors qu'on a des indices haussiers sur leur plus haut annuel. Elle a du mal, elle revient une nouvelle fois sur support, elle est dans un range, certains ont mis à profit peut-être le bas du range. En tous les cas, il ne faut pas le casser. Est-ce qu'on est très chaud sur AK Technologies? Est-ce qu'on se dit que c'est un dossier vraiment extrêmement qualitatif et donc que le bas de ce range va tenir? Pas forcément. Quand on va sur le site Zone Bourse, qu'on regarde la fiche valeur, donc vous allez sur synthèse et là vous verrez que les notes de trading et les notes d'investissement sont très faibles. L'évolution du chiffre d'affaires attendu est relativement faible. La société donc est vraiment mal notée. Vous pouvez regarder la page finance pour avoir tous les ratios financiers. Vous avez aussi la page consensus avec les révisions des analystes.
et on voit qu'en fait les cours sont plus ou moins en ligne avec les prévisions des analystes. Vous avez les révisions. Et c'est vraiment une donnée fondamentale à laquelle le PDG de Zone Bourse, Franck Morel, apporte une grande importance, et il me l'a montré avec les années. Lorsqu'on a des analystes qui anticipent des révisions de croissance, des révisions de chiffre d'affaires, des révisions de bénéfices par action, et bien généralement l'action a du mal à tenir un trend haussier ou à rebondir. Et vous voyez ici que les anticipations pour les mois, les trimestres à venir ne sont pas bonnes. Donc voilà, on a un graphique qui donne pas vraiment envie. Certes, on a le bas d'un range, donc ceux qui sont déjà dedans savent qu'il faut absolument tenir cette zone-là. Mais pour ceux qui n'en ont pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller les yeux fermés, que c'est une énorme opportunité? Pas vraiment, parce que les fondamentaux ne sont pas si bons que cela. Ensuite, hop là, Elior Group. Donc là, on est dans un schéma où vous jouez la reprise, puisqu'on est dans un des leaders mondiaux de la restauration collective. 40% du chiffre d'affaires de Elior, c'est les restaurants situés dans les entreprises et les administrations. Or, vous vous doutez bien qu'avec le Covid, l'activité d'Elior a été réduite comme peau de chagrin. Donc ici, c'est un dossier qui n'est pas en très bonne posture, qui n'a non plus pas une très bonne notation sur Zone Bourse. Mais si vous voulez jouer l'effet réouverture, l'effet reprise sur ce type d'action, on va essayer de rentrer sur des zones clés, des zones de repli éventuelles. Donc certains me disaient, voilà, j'aimerais bien attraper Elior sur un repli. Alors vous voyez qu'il y a un support à 6 €, il a été frôlé récemment et les prix ont été plutôt réactifs. Donc la zone des 6 € est une zone de soutien, la zone des 5,70 € l'est aussi. Je ne sais pas si les cours vont baisser avant de rebondir ou bien tenter l'échappée belle vers 8 € sans revenir vers ce support. Mais voilà, vous savez que c'est un dossier accidenté qui a souffert du Covid, qui pourrait se remettre avec la reprise d'activité, les réouvertures, etc. Et donc, en cas de baisse vers les supports, c'est des zones de repli qui vont vous intéresser pour jouer le scénario reprise. Voilà. Et si vous en avez, vous savez que pour l'instant, elle se cherche, qu'il faudra confirmer par des bons chiffres dans les mois à venir, les chiffres de la reprise. Et vous savez qu'il ne faut pas qu'on retourne sous la MM200 et sous les 5,60 à moyen terme. Ensuite, Forestia. Forestia, on a atteint donc une grosse zone de résistance à 50 €. On voit que c'était les plus hauts de début de fin 2019, donc l'avant Covid. Donc Forestia a retracé 100% de sa baisse du Covid, c'est bien, mais c'est fait. Et après un double échec à 50 €, elle est maintenant dans un processus de consolidation. Elle revient vers une zone de prix qui a été très travaillée ces derniers mois. On a la MM 200 jours qui est en soutien. On peut dire qu'on est aussi à moyen terme, mais qu'on est en consolidation à court terme. Donc tout se joue sur ce type de valeur, sur la tenue ou non des plus bas des dernières semaines. Tant qu'on est au-dessus des 41,50, de la MM 200 jours, qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on peut éventualiser le scénario d'un range entre 40 et 50, en gros, entre 41 et 50. Mais si on venait à casser la zone des 40-41, là c'est vraiment qu'on assisterait à un retournement. Donc je vais mettre ma zone comme ceci, 40-41 € à ne pas casser pour l'investisseur qui est dedans à moyen terme, avec l'espoir que la MM 200 arrive haussière en soutien et que les prix arrivent à se dégager de cette consolidation de court terme pour repartir en dynamique haussière. Bien évidemment, ça dépendra aussi de la capacité du CAC 40 pendant l'été à continuer sa course haussière. Nokia, elle a fait une belle envolée récemment avec sa publication. Elle est revenue sous une zone clé, les 4,30 €. Alors Nokia, c'est vraiment très très spécial. Regardons-la donc à long terme sur les dernières années. On a 5 ans de tendance baissière. Et on a ici une grosse zone pivot à 4,30 € qui a fait en support en 2016, qui a fait support en 2019, qui a fait résistance en 2020. Donc les 4,30 €, c'est vraiment the pivot, the wall de moyen terme.
Donc pour ceux qui sont dedans, qui étaient dedans avant les résultats, qui sont en de beaux gains, et bien maintenant c'est à vous de vous poser la question, est-ce que je tiens ma position dans l'espoir que cette zone casse pour une envolée de 15% supplémentaire, voire plus? Est-ce que j'allège sous résistance? Est-ce que je remonte mes stops de protection? Est-ce que je me donne un petit peu de temps pour voir? À vous donc d'affiner votre stratégie. Mais pour aller plus haut, il faudra vraiment casser cette zone des 4,30 € avec du volume parce que c'est pas une petite résistance, ça correspond à quand même une zone oblique qui fait résistance depuis 5 ans. Thales. Alors Thales, vous voyez quand même que même avant le Covid, sur les 3 dernières années, c'est globalement des plus hauts de plus en plus bas. Et quand on trace une oblique ici qui passe par tous les plus hauts, en fait c'est comme Nokia, on vient d'atteindre l'oblique de résistance qui est un objectif majeur. Donc chute du Covid, remontée vers l'oblique de tendance baissière, mais ça reste baissier à long terme. Donc on a ici une dynamique baissière de long terme et une dynamique haussière de court terme. C'est un peu le même sujet que sur Forestia et on va le voir Vinci dans quelques instants. On a des plus bas ici qui ont été touchés cette semaine, qui avaient été touchés il y a quelques semaines. On a une confluence, enfin on a une... comment j'appelle ce terme déjà? Bon, j'ai un trou de mémoire, mais il y a un conflit, si vous voulez, entre les unités de temps supérieures et les unités de temps inférieures. On est haussier court terme, mais baissier long terme, et là se mène un combat pour la suite. Donc on peut considérer qu'on est dans un range. Sous les 80-81 €, Thales casserait son support de court terme, deviendrait baissière et aurait un risque de correction, sachant qu'elle resterait dans sa dynamique baissière de moyen-long terme. Si et seulement si elle arrivait à casser les 88,50 testés récemment et qui ont bloqué à 2 reprises, là il y aurait le potentiel libéré de remonter vers les 100 €. Donc dans les semaines qui viennent, CAC haussier ou pas CAC haussier, il va falloir que Thales arrive à performer pour se maintenir donc dans ce range, voire en sortir par le haut. Attention par contre, si on casse les 80 €, ne serait-il pas temps de prendre des bénéfices, d'alléger un petit peu après quand même une belle performance ces derniers mois, puisque le titre était en novembre à 55 € et qu'il est aujourd'hui 50% plus haut et certains oublient parfois les performances absolument énormes qu'on a fait ces dernières semaines, ces derniers mois sur certains dossiers. Et Vinci, ah oui, et puis Thales aussi, je voulais vous montrer la fiche valeur sur le site de Zone Bourse. Pareil, une notation de court terme, de moyen terme qui ne sont pas top. Donc voilà, ça met la puce à l'oreille, on a envie d'être un petit peu plus prudent. Vinci, on est haussier à court terme, haussier à moyen terme, on est au-dessus des mêmes 200. On a retracé pratiquement 100% de la chute depuis le Covid. Vinci était dans la zone des 95-97 € fin d'année 2019. On a retracé le choc Covid. On est revenu sous une zone clé ici, 96 € qui faisait support fin 2019, résistance ici au début de la chute du Covid et qui bloque actuellement. Donc vous voyez encore ici le conflit, la confluence entre unité de temps longue où on a retracé 100% et puis unité de temps courte où on est haussier. Dans les semaines qui viennent, si on arrive à casser les 96 €, bien l'objectif sera de retracer vraiment jusqu'au plus haut historique, puisqu'on n'oublie pas qu'à long terme, Vinci reste un dossier qui est complètement haussier à très long terme. Mais si on venait à sortir du range dans lequel nous sommes actuellement, c'est comme Forestia, c'est comme le CAC 40 sous les 6150, 6200, c'est comme Thales sous le support que je vous ai indiqué. Et sous les supports de ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a un risque correctif. Tant qu'on les tient, ça va. Dessous, il faudra faire attention. On passe aux valeurs en trend following. Qu'est-ce que le trend following? C'est du suivi de tendance qui est caractérisé par des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc ici Claranova sur un an, comme de nombreux titres de la cote, fortement haussier depuis le point bas du Covid. Point positif, ce canal haussier, le respect de ce canal haussier ces derniers mois, les prix qui sont au-dessus des mêmes 200.
Le fait qu'on ait comblé pile poil le gap laissé ouvert début avril et que les cours aient réagi, maintenant, il va falloir transformer l'essai. Voilà. Clara Nova est un dossier qui est usant pour ses actionnaires de moyen long terme, malgré de très bons chiffres, une forte croissance et une augmentation, une amélioration de la rentabilité, des beaux bénéfices, même c'est lors des dernières publications. Vous voyez bien qu'en 2019 c'était très neutre, qu'en 2020 il y a eu le choc Covid et puis qu'on est remonté, mais que en gros, depuis 2 ans et demi maintenant, c'est plus ou moins neutre autour de 6,50 €, 7 €. Donc voilà, c'est pas évident pour ceux qui sont long terme et qui attendent que l'essai soit transformé, parce qu'on pensait que l'essai serait transformé avec cette belle hausse, mais encore une fois on a échoué avant le haut du canal et on est revenu à zéro. Donc voilà, va falloir y aller ma petite, hein. Sinon les actionnaires vont être déçus et vont quitter le bateau. Il faut absolument pas retourner sous le bas de canal et les 6,80. Tant qu'on les tient, ça peut repartir. Dessous, ça deviendrait un peu gênant. Et ce serait toujours et encore plus neutre que ça ne l'était déjà. Ensuite, EDAC et dit Lydia Acrobatica. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Vous allez me dire qu'il est allé nous chercher le Nico. On va sur Zone Bourse. Hop là. On va sur Zone Bourse. On voit que c'est une société italienne. Chiffre d'affaires 2021 63 millions. Chiffre d'affaires 2022 75. Capitalisation 82 millions d'euros. Donc on voit bien forte croissance attendue. Note de trading 4 sur 5. Note d'investissement 4,5 sur 5. Ici, vous voyez le compte de résultat, le chiffre d'affaires passé et à venir. Donc, on voit bien une explosion de la croissance attendue. Qu'est-ce que c'est que cette boîte, vous me direz? Eh bien, ils sont spécialisés dans les prestations de travaux sur corde. Et oui, le nom n'a pas menti. Acrobatica. Travail sur corde, le groupe propose des prestations de carottage, de renfort de structure, de nettoyage et de rénovation des façades, des murs, des vitres, des gouttières, etc. Donc comme je vous l'ai dit, l'immobilier aux États-Unis va très fort, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, en Europe aussi. Et là, il faut croire que cette boîte-là est en plein développement et que ce n'est pas terminé. C'est vraiment magnifique de chez magnifique. Introduction boursière ici en 2019, on monte fort, on se casse la figure avec le Covid. Ce qui est très très beau ici, c'est cette oblique baissière qui a coiffé les cours comme ça pendant longtemps, la MM200 qui était baissière, et là c'est vraiment l'essence même du trend following. On a un titre qui s'était neutralisé, une MM200 qui s'était neutralisée, on avait une oblique baissière, tac, premier signal, cassure d'oblique baissière, tac, deuxième signal, cassure de MM200. Ensuite, on a un niveau ici à 7 €. On vient le tester une fois, ça valide sa pertinence, on recule, tac, ça passe. Cassure de résistance majeure et nouveau plus haut annuel. Hop, on accélère et tac. Nouveau plus haut historique. Et GLB, si on considère que ici les cours c'est les 6 premiers mois de cotation. Donc, on a sortie de range, cassure de MM200, cassure de résistance, cassure de plus haut annuel, cassure de plus haut historique, envolée derrière. Je sais, c'est un exemple a posteriori, mais ça fait du bien d'en voir parce que ça habitue vos yeux pour pouvoir trouver les prochaines. Il faut être curieux, on peut regarder en France, mais on peut regarder aussi en Europe. On peut utiliser des screeners techniques ou fondamentaux. Si vous cherchez les valeurs italiennes qui ont une très forte croissance et qui sont très bien notées grâce au screener de Zone Bourse, eh bien c'est typiquement le genre de dossier sur lequel vous auriez pu tomber ces dernières semaines. Et bravo à tous ceux qui seraient dedans. Jacquet Métal. Alors Jacquet Métal, vous voyez, moi je m'attends un peu à une consolidation sur les métaux, même si Jacquet Métal est très très bien noté sur Zone Bourse. Je m'attends à ce que ça stabilise un peu. Donc là, on a une valeur double étoile, double 5 étoiles en note de trading, en note d'investissement. On a dû avoir, comme sur toutes les valeurs du secteur, des très très fortes révisions à la hausse des bénéfices, des chiffres d'affaires.
un consensus qui globalement revoit ses notes à la hausse et ça accompagne les cours. Sur Jacquet Metal, je suis parti de l'éventualité d'une consolidation sur le secteur et je me suis dit quel pourrait être un super prix. Donc un super prix, c'est pas juste un retour sur un petit support, ce serait un retour sur un gros support, un beau retracement en quelque sorte. Et là, je regardais dans le passé donc cette zone de prix qu'on avait beaucoup travaillé entre 15 et 18. Là, je regardais 18 euros, on a une mèche basse. Et ici, on a un gap à 17,20 €. Donc j'avais le choix, 19 euros, la mèche à 18, le gap à 17,20. Je dis pas que cette stratégie va fonctionner, c'est une stratégie donc, que j'ai publiée sur Zone Bourse, c'est ce qu'on appelle un achat sur repli significatif, c'est-à-dire que je constate que ce secteur a le vent en poupe, je constate des révisions dans tous les sens, mais je constate aussi qu'on a atteint un bon gros objectif et que ça pourrait consolider, ce qu'il est en train de se passer d'ailleurs depuis 2 semaines, et je me dis, en cas de consolidation du CAC, et si métaux ou 440 consolidaient, et si Jacquet Metal nous faisait un trou d'air, quel pourrait être un cours d'achat super pour quelqu'un qui l'attend en cas de repli significatif? Et j'ai ainsi défini la zone des 17,20 €. Ensuite, Lectra. Alors tous mes canaux se sont cassés en fait. Si vous voyez mes canaux comme ça qui sont mal tracés, qui partent à volo, c'est parce que j'ai mis ma plateforme en échelle logarithmique pour regarder des choses et puis après je me suis remis en arithmétique et ça a tout cassé. Lectra, on a donc une tendance haussière de court, de moyen et de long terme haussière, puisque Lectra est sur des records historiques actuellement. Elle est, pour ceux qui sont dedans, dans un triangle de consolidation dont vous qui êtes dedans allez espérer qu'on en sorte par le haut, qu'on casse les 31,50 et qu'on accélère pour aller chercher les plus annuels, puis le haut de canal vers 36 € à 20% des cours actuels. Et pour ceux qui n'en ont pas, et notamment une personne qui m'a dit voilà, est-ce que tu penses que le gap pourrait être comblé? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Mais encore une fois, et comme Jacquet Metal à l'instant, je dirais que si ce dernier était comblé, cela m'intéresserait. La zone de gap est ici, ça correspond aux 25 € à peu près. On voit que les 25 € c'est le bas de canal et la MM200. Donc là aussi, pourquoi ne pas se mettre une petite alerte? Et puis sait-on jamais, si le 440 perdait 5-7% pendant l'été et qu'elle en perdait 10-15, sur un malentendu, on aurait un point d'achat optimum sur une valeur de qualité. Donc vous voyez, ça c'est un exercice. Cadrer des dossiers haussiers qui sont dans des tendances haussières, qui sont bien notés sur Zone Bourse, et éventualiser des scénarios court terme agressifs haussiers, ou bien définir des zones de prix qui vous plairaient pour faire des achats de moyen terme sur repli significatif. Veolia, alors trend following parce que haussière depuis ces 6-8 derniers mois, et parce que voilà, on enchaîne des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, donc c'est la théorie. Simplement, un petit peu comme Vinci qu'on a regardé tout à l'heure, Thales, Forestia, c'est des grosses valeurs, c'est de la blue chip qui a bien profité ces derniers temps, qui a retracé pratiquement 100% de sa baisse du Covid, qui a touché des résistances qui ne passent pas. Alors je veux bien moi qu'on nous envoie le 440 à 6006, 6007 pendant l'été en mode tout va bien, terrasse et fête sur les actions. Si c'est le cas, génial, tant qu'on tient les 24,70 plus bas récents, le titre Veolia peut continuer de monter vers ses plus hauts annuels, voire qui sait de les dépasser, de retrouver ses plus hauts de 2020, comme toutes les autres, les grosses qu'on a vues. Simplement, on fera attention si c'est l'inverse qui se passe, si on sort par le bas des congestions actuelles, si en fait on rentre dans l'été au mois de juin que les gens préfèrent lâcher leurs actions et s'emparer des terrasses, on peut corriger aussi sur ce type de titre. Et puis pour finir, les valeurs GLB et Trend Following, Verimatrix, qui a été pendant toute l'année 2020 une très belle valeur Trend Following, et qui, parce qu'elle a déçu sur sa publication OT1 en mars 2021, a un peu tout cassé. Elle a gapé à la baisse, elle a cassé son support horizontal de court terme, elle a cassé son oblique haussière de moyen terme, cassé sa MM200.
Voilà, le jouet était cassé et c'est ce qui fait que d'ailleurs elle a continué de perdre 20% dans la foulée. Maintenant, la question se pose, puisque une bonne partie de la hausse de 2020 a été retracée. Ça a été un bon dossier par le passé. Euh, on a retracé, je pense, là 50% de tout le mouvement. C'est quand même une société qui fournit des solutions de sécurité et d'analyse. On est dans tout ce qui est domaine cybersécurité, plan de soutien français, et puis à venir, hein, avec digitalisation, cybersécurité, etc. Donc voilà, je trouve intéressant ce retour sur les 2 euros. Pour l'investisseur long terme, il ne faut pas passer sous les 2 euros. Pour celui qui n'en a pas et qui trouve le secteur intéressant, c'est une zone à surveiller. Ensuite, on passe aux valeurs internationales. Pour terminer cette émission, on regarde Airbnb au Nasdaq, qui après son intro boursière et après avoir pratiquement doublé est de retour sur ses plus bas historiques. De nouveau, on va sur le site Zone Bourse, sur la page Airbnb. On voit que à 10h57 a été publié un épisode de Planète Bourse de Roxane Nojac dans lequel elle parle de Airbnb. Donc si on aime bien la valeur, on ira écouter Roxane. On voit que les notes de trading et d'investissement sont au ras des pâquerettes. Alors là, c'est très bizarre parce que révision de bénéfices par action baissier à court terme, mais aussi à long terme, ça part un petit peu dans tous les sens. Vous pouvez aussi aller dans l'onglet notation pour comprendre justement pourquoi elle a cette notation. Certes, c'est une valeur de croissance qui est une situation financière stable, mais après, il y a plein de data qui sont extrêmement dans les choux. La visibilité, la rentabilité, le PER. Le rendement, il n'y en a pas. Et vous avez tous les points forts et les points faibles qui sont ici à gauche. Donc voilà, Airbnb, c'est connu, il y a de la croissance, mais c'est une valeur, si nouvel épisode de Covid ou autre, qui se fait découper. Et puis c'est une valeur qui, pour l'instant, une société qui, pour l'instant, ne gagne pas d'argent. Donc pas bonne note égale les cours qui baissent. De Coninck, une petite belge que j'ai traînée il y a quelques années. D'ailleurs des volumes intéressants de Coninck, c'est dans le secteur construction. Société belge, haussière, on trend following, on se met en données mensuelles pour voir un petit peu d'où on vient. Valeur qui a vécu la crise immobilière, la crise de 2008 et ça l'a envoyé au tapis. On prend un graphique de très long terme en données mensuelles. On voit les bornes, on voit qu'en 2009 on était remonté à 3,50€, 3,80€ que ça a bloqué, on voit qu'en 2017 on était remonté à 3,60€ et que ça a bloqué, on peut donc se dire que 3,50€, 3,60€ est un objectif majeur pour ceux qui sont à l'achat dedans. Ça veut dire tout simplement une nouvelle jambe haussière, ici on est dans une consolidation, ça voudrait dire sortie par le haut. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est toujours haussier? Oui. La réaction récente, le pic de volume qu'on a eu là sur la consolidation de la semaine dernière, montre que les acheteurs se sont présentés. Ils se sont présentés sur un niveau de prix ici, 2,55, 2,65, qui correspond à un plus haut de début d'année. Donc tant qu'on est au-dessus de 2,50 sur De Coninck, c'est haussier. Et ça peut aller chercher de nouveaux objectifs. Si on passe sous 2,50, ça craint puisque ça correspond au dernier pic de volume où se sont matérialisés les acheteurs. Une petite valeur du Nasdaq spécialisée dans les semi-conducteurs. Donc là aussi, c'est un lecteur qui me l'a proposé. Je me suis dit, tiens, je connais pas. Je vais sur la fiche valeur de Zone Bourse. Fournisseur de solutions semi-conductrices sans fabrication. Peut-être processus novateur. On peut aller lire plus sur la société dans la rubrique société. On voit les finances, forte croissance, rentabilité forte attendue 2021 et puis dans les années qui viennent. Consensus qui révise à la hausse, des cours d'ailleurs qui se sont décorrélés de ce consensus. Faudrait trouver pourquoi elle a plié un petit peu ces derniers temps. Révision de bénéfices par action absolument dantesque. Et graphiquement,
Bon, bah déjà un beau parcours sur l'année écoulée, c'est vrai, ce qui explique aussi cette consolidation récente. Et après, là, on apprécie la beauté de l'analyse technique avec ce niveau à 10 euros. 10 euros, seuil psychologique, plus bas du mois de mars, frôlé récemment. C'est un bas de range. On est potentiellement ici dans un range entre 10 et 16. Et donc, pour un investisseur qui aime le dossier, qui aime le secteur, bah, on essaye d'acheter au plus proche des 10, autour des 11, avec un stop sous les 10, donc on va dire 9,70. Donc on risque 12-13%. Et on vise le haut du range, donc on va dire de 11 à 16, soit un bon 35-40%. Voilà. Donc ratio risque-gain, on va risquer 1 pour essayer de gagner 2 voire 3. C'est un ratio risque-gain correct. Mais parce que la volatilité du titre est énorme et que si on veut acheter ce genre de titre, on est obligé d'avoir un stop à 15%, alors on mettra un montant inférieur à ce qu'on mettrait sur un dossier moins volatile. Plus un dossier est volatile, plus on met des petits montants et des stops larges. Et c'est pour ça que sur les cryptos, on ne peut pas mettre des centaines de milliers d'euros parce que la volatilité est telle qu'elle est extrêmement dangereuse. Donc on se doit de faire de l'investissement long terme, des stops ultra larges. Donc on ne peut pas mettre des montants extrêmement importants. Ensuite, une grosse valeur, une grosse Bertha, Intel Corporation. Là, c'est juste pour vous montrer que il y a peut-être une sorte de rythmique intéressante sur Intel. Elle est peu intéressante puisque dans un range depuis 1 an et demi, mais ce que l'on peut constater, c'est que quand elle chute fortement et qu'elle attaque MM200, elle revient sur le bas de range, elle recasse MM200, elle revient sur le haut du range, elle recasse MM200, elle revient sur le bas du range, elle recasse MM200, elle revient sur le haut du range. Donc là, on pourrait partir de ces postulats-là en se disant, tant que la MM200, qui fait pivot à moyen terme, comme on peut le voir, tient, on a un creux potentiel à 54 $ et une remontée éventuelle vers les plus hauts à 67-68 $, soit un potentiel de 20%. Ce que nous permet aussi la pertinence de cette MM200, pour celui qui aurait acheté la semaine dernière, imaginons à 55 $, c'est d'avoir un coupe-circuit sous les 53, en se disant si on tient le support c'est bien, mais si on le casse, peut-être que comme toutes les autres fois où elle a cassé MM200, elle va revenir sur le bas du range. Donc j'ai acheté ici, je stoppe si on va sous 53, et si on va sous 53, j'attends le bas du range. Donc tant que le milieu tient, je vise en haut, si le milieu casse, j'attends en bas. Prosus, vous êtes nombreux à la suivre, l'hémorragie s'arrête enfin, elle était dans un beau canal haussier, elle avait cassé ici, cassure franche, canal haussier plus MM200, donc c'était un signal à pas prendre à la légère, et ça l'a fait revenir un cran en dessous, donc on est un peu plus moyen terme désormais, un peu plus neutre moyen long terme, une MM200 plate, qu'il faudra reconquérir pour retrouver des dispositions haussières. Et un point clé qui a été validé, qui correspond au plus bas de novembre 2020, ici, 81,50, faut pas passer en dessous. Je pense que certains s'intéressent au dossier, il y en a qui ont acheté MM200, peut-être qu'ils sont toujours dessus. C'est un dossier de moyen terme, toujours très bien noté chez Zone Bourse, mais faut pas passer sous 81,50. Et puis enfin, un dossier qui est très spécial, qui est original, dont j'ai déjà dit que ce serait le type d'action spéculative que j'achèterais dans un portefeuille long terme pour mes enfants, c'est Virgin Galactic, parce que Virgin Galactic, ça fait rêver. Et dans un portefeuille boursier, je trouve intéressant d'avoir une part de rêve. Dans un portefeuille d'actifs de long terme, certains vont avoir de l'immobilier, certains vont avoir de l'assurance vie, on va avoir une partie en PEA, on va faire du moyen long terme, du DCA, de l'investissement sur des boîtes de qualité, du dividende, des portefeuilles zone bourse. Et dans la partie spéculative, on peut faire de la crypto ou bien on peut faire du Virgin. Moi j'aime bien l'histoire, j'aime bien les 200 000 précommandes à travers le monde de touristes qui veulent pour la première fois aller faire de la pesanteur dans l'espace. Et donc voilà, ça fait des trimestres que je vous parle de Virgin. On a beaucoup suivi Virgin l'année dernière. Elle nous a fait une envolée dont elle a le secret, une deuxième envolée dont elle a le secret. Ces derniers temps, elle a pâti de sorties d'actionnaires principaux, prise de bénéfices de PDG,
Vol repoussé ici, vol repoussé là, encore ici. Et puis enfin, on est revenu vraiment sur la grosse zone de moyen long terme. Excès baissier ici avec un super chandelier qui montrait la présence des acheteurs dans cette zone de prix. Et puis d'un coup, les bonnes nouvelles s'enchaînent. D'un coup, les volumes reviennent. On casse l'oblique baissière. On nous annonce un vol. Le vol se passe bien. Record historique de volume, plus 30%, plus 27% hier. J'ai pas envie de vous en parler à court terme en fait. Je sais pas ce qu'elle va faire à court terme, mais à dire vrai, je m'en fiche un peu. Le but, c'était après avoir profité pour certains, ou pour ceux qui n'en avaient pas profité, d'essayer d'en avoir. Certains en avaient acheté à 20, avaient été stoppés, d'autres en ont acheté à 20, n'ont pas été stoppés. Certains ont repris ici quand elle a repris du poil de la bête, soit à 17, soit à 20. Pour tous ceux qui sont dedans, j'espère que vous êtes contents. Et j'ai pas envie de parler de trading, j'ai envie de vous dire que dans les semaines, les mois qui viennent, il va falloir réussir à se réaffranchir de cet MM200, se réinstaller au-dessus, en espérant que les prochains vols, les prochains essais, les prochains tests se passeront bien pour Virgin et qu'on avancera petit à petit vers la suite des étapes. Et si les étapes se passent bien, en tout état de cause, le trend dossier de moyen long terme devrait perdurer et revoir du Virgin Galactic à 40 ou à 60 dollars à moyen long terme, si ça se passe bien, ne m'étonnerait donc absolument pas. Puis c'est notre but, d'aller voir là-haut, d'aller voir les étoiles to the moon. Virgin to the moon. Bon, 1 heure d'émission, j'espère que ça vous a plu. Que ce cadrage des marchés techniques fondamentaux, l'ordre de l'émission, le rythme vous vont. Peut-être un peu de fatigue et de lenteur sur la fin puisque j'ai dû réinstaller un peu tout le PC hier soir en urgence en rentrant de quelques jours à Annecy où j'ai vu mon équipe, l'équipe Zone Bourse. Donc un petit peu crevé, mais voilà, des marchés toujours passionnants, des poches de volatilité et j'espère que je vous ai fait un cadrage plaisant et compréhensible. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu bien évidemment, les tweets annonçant la vidéo, à les partager sur Twitter ou à liker sur YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine. À très vite sur Twitter, sur BFM, les réseaux et à la semaine prochaine dans les marchés en action. Au revoir à tous.